eh bien, nous devons prendre exemple sur eux finalement. Parce que si on a rencontré une forme de communisme dans nos vies, Michel et moi, ben c'est tout en haut de la société, un communisme de luxe et de pouvoir. Je parle bien d'un système de classe, d'un système capitaliste, c'est tout un système qui est à contester, qui est à révolutionner. Ce n'est pas la crise du capitalisme, c'est la crise de la critique du capitalisme. N'oubliez jamais cette phrase, elle est importante. Je suis Monique Pinson-Charlot, je suis sociologue, ancienne directrice de recherche au CNRS et je me suis spécialisée avec mon cher mari, aujourd'hui disparu, sur les familles les plus puissantes de France. Enfin, on peut les appeler les membres de la classe dominante, de l'aristocratie de l'argent, des capitalistes, en tout cas toutes appartenant à des dynasties familiales qui se reproduisent de génération en génération grâce au système capitaliste qui permet donc d'installer la prédation de toutes les formes du vivant sur le temps long des siècles, afin qu'il n'y ait pas de ruissellement possible vers les classes moyennes et les classes populaires. On peut précisément faire comme je le fais, c'est-à-dire donner des termes divers et variés, parce que ça permet, disons, que tout un chacun puisse se repérer sur un thème qui conviendrait mieux qu'un autre. Ce sont des familles qui cumulent différentes formes de richesse. La vraie richesse n'est pas qu'économique. Bien entendu, la richesse économique est la condition nécessaire, mais pas suffisante. Elle doit, alors ça c'est surtout Pierre Bourdieu qui a forgé tous ces concepts de la richesse culturelle, la richesse sociale et la richesse symbolique, donc qui s'enchevêtrent à la richesse économique. La richesse culturelle, on est dans le monde des grandes écoles, à Sciences Po par exemple, on est dans le monde des collectionneurs d'art, des propriétaires de vente aux enchères. La richesse culturelle, je viens de le dire, la richesse sociale, c'est-à-dire qu'on est là face à une classe sociale, au sens marxiste du terme, une classe qui est mobilisée pour défendre ses intérêts, qui est donc solidaire, qui est soudée de génération en génération, de siècle en siècle. Il faut que tout change pour que rien ne change. La richesse sociale. Et enfin, la richesse symbolique, c'est celle qui vient symboliser la puissance de ces gens-là à travers les trois premières formes de richesse dont j'ai parlé. La richesse symbolique donc se manifeste dans les corps de dominants qui sont toujours fins, droits, il n'y a jamais de franges, le port de tête est toujours bien dégagé et altier, afin que ce symbole-là du corps permette de transformer l'arbitraire absolu de leurs privilèges, qui ne tient qu'au système capitaliste, qui permet aux détenteurs des titres de propriété d'exploiter toutes les formes du vivant, que ce soit les êtres humains, la nature, les animaux. Et donc, si on abolissait ce droit lié au système capitaliste de ce type d'exploitation, voilà, ça serait beaucoup plus simple. Et donc, cet arbitraire-là doit être absolument masqué. Et donc cette classe est mobilisée pour transformer cet arbitraire en qualité innée, en qualité naturelle. Et c'est trop fort. Non, c'est-à-dire que la bourgeoisie est apparue comme telle au moment de la Révolution française et après, et elle a constitué à son tour, avec le capitalisme industriel, la noblesse était quand même très marquée par le capitalisme foncier. Ses intérêts étaient liés essentiellement au capitalisme foncier. Donc la bourgeoisie, c'était avec la révolution industrielle. Et finalement, ce qui s'est appelé la révolution française, ça a été en fait le passage du cumul du capital foncier avec le capital industriel et le fait qu'il y a eu de nouvelles dynasties bourgeoises qui se sont créées et qui ont finalement fusionné à travers des mariages, à travers les cercles, à travers la solidarité de classe, ont fusionné avec la noblesse. Et donc nous on a beaucoup parlé avec Michel d'aristocratie de l'argent,
Mais je dirais que peu importe les mots, en tout cas, on n'emploie jamais le terme d'élite. Parce qu'on trouve que élite, c'est pas le bon terme pour parler véritablement d'une classe sociale vraiment au sens marxiste du terme, c'est-à-dire en soi, avec des niveaux de vie, des façons de vivre totalement différentes, c'est des fossés qui nous séparent, et une classe pour soi, c'est-à-dire qui a conscience d'être une classe, et qu'ils sont mobilisés tout le temps. Et l'intérêt de l'approche ethnologique de notre travail, ça a été précisément d'être associés, Michel et moi, pendant des décennies, au fait d'être intégré, d'être invité dans les cercles, enfin d'avoir pu passer des week-ends avec des familles dans les châteaux, d'avoir pu être intégré dans la chasse à courre pendant des années. Et tout cela nous a permis de vraiment comprendre de l'intérieur, en partageant du temps avec eux, en partageant, en les observant, en posant des questions, ils répondaient à nos questions. Et finalement, on a essayé de faire donnant-donnant. C'est-à-dire que nous, à travers nos livres, quand on leur offrait nos livres, ils nous disaient c'est intéressant que vous articuliez la théorie de Marx avec la théorie de Bourdieu, parce que c'est vrai que c'est exactement ça. Et après, ça s'est arrêté pour nous quand on a, à la retraite, quand on a intégré le champ économique et le champ politique dans l'analyse de la classe, ce que nous ne pouvions pas faire. Déjà, on était très impertinent de faire ce travail, puisque la classe dominante n'avait pas vocation au CNRS à subir l'investigation sociologique. Mais là, on a intégré le champ économique et le champ politique. Ça a donné le président des riches sous Nicolas Sarkozy. Et là, ça a été la rupture, enfin, pas la rupture, mais enfin, de fait, nous n'avons plus reçu le Botamonda. De fait, nous n'avons plus pu poursuivre notre travail de terrain. Mais nous l'avons poursuivi d'une autre manière. C'était pas si grave que ça. Enfin, je veux dire, on a su rebondir. Parce que même Nicolas Sarkozy, il l'a dit tout de suite, il a dit « Ouais, Emmanuel Macron, j'ai déjà fait du boulot, mais lui, c'est encore beaucoup, beaucoup mieux. » C'est-à-dire que Emmanuel Macron, dès qu'il est arrivé en 2017, porté précisément par cette oligarchie, il a réalisé très vite, parce que sûrement il a eu des pressions, parce qu'en fait, ce qu'il a réalisé dès octobre 2017, ça devait être en octobre 2018, voire octobre 2019. Il a réalisé un impôt spécial riche, c'est-à-dire qu'il a supprimé l'ISF. En supprimant l'ISF, il a supprimé pour les plus riches des plus riches ce qui compose la fortune des 100 plus riches de l'ISF est composée à 97,5% de valeur mobilière, c'est-à-dire d'argent, d'obligations, d'actions, etc. Et le reste est tellement important que ça leur permet d'acheter des yachts, des châteaux, des jets privés, enfin tous les symboles de la richesse. Et donc en supprimant l'ISF, ça a été un cadeau, en supprimant l'ISF, un cadeau vraiment aux plus riches des plus riches. Pourquoi on est passé des riches aux ultra-riches? Mais Macron est allé encore beaucoup plus loin, et donc beaucoup plus rapidement, je l'ai bien dit, dès octobre 2017, parce qu'il devait subir des pressions lui disant « si tu attends un petit peu, ça ne va pas bien se passer ». Et en effet, après, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu plein de petites surprises pour Emmanuel Macron. Et en même temps, il a créé la flat tax, ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique, sur les revenus du capital. L'ISF, c'est le stock. Le stock. Mais ce stock est tellement élevé de valeur mobilière qu'il produit chaque année énormément de dividendes, d'argent qui rentre régulièrement, qui vient alimenter le stock. Donc, il fallait en même temps diminuer drastiquement les revenus, les impôts sur les revenus du capital, le stock et le flux. Et
il a donc supprimé la solidarité en supprimant l'impôt de solidarité, et il a supprimé la progressivité de l'impôt. Nous, quand on paye des impôts, ça monte jusqu'à 45% pour les salariés. Tandis que là, il a supprimé cette progressivité pour que tous les revenus du capital ne soient plus qu'imposés qu'à 12,8%, c'est-à-dire bien en dessous, évidemment, du niveau d'imposition des salariés. Donc l'enrichissement des plus riches a été immédiat avec les statistiques que vous connaissez à longueur d'antenne. Alors non, le Front National et aujourd'hui le Rassemblement National est bien au cœur de cette oligarchie. C'est d'ailleurs une dynastie familiale, la famille Le Pen, qui habite d'ailleurs les quartiers, les beaux quartiers de l'Ouest parisien, qui a tous les symboles de la domination au plus haut niveau. Qui représente, si vous voulez, si on regarde une pièce de monnaie, il y a une face, et puis le côté face et le côté pile. Ben voilà, donc c'est le cheval de rechange de cette oligarchie quand c'est nécessaire. Et du coup, si aujourd'hui il y a une telle poussée du Front National, c'est parce que il y a des manipulations idéologiques absolument considérables qui font croire au peuple que c'est les meilleurs défenseurs pour eux, alors qu'évidemment ils votent contre leur propre intérêt, et c'est une forme de violence symbolique, mais qui est vraiment terrible. On le voit très bien aujourd'hui depuis, c'est pas pour rien si Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale, si aujourd'hui le RN a toutes les portes, enfin c'est un boulevard qui lui est ouvert, avec le ministre de l'Intérieur et beaucoup de gens d'extrême droite ou de la droite extrême. On n'arrive plus du tout à... Il y a une telle radicalisation du capitalisme qu'aujourd'hui, en ce jour où je crois que Donald Trump a été élu, ouais, bien voilà, on est à un rendez-vous assez important, voire historique de ce que vous, belle jeunesse, vous aurez à vivre, et moi, pauvre vieillesse, à subir avant de partir. Ben merci pour cette question, parce qu'elle montre bien l'ampleur des manipulations. C'est-à-dire que les plus riches, au moment de ce qu'on a appelé la refondation sociale, à un moment où peut-être vous n'étiez même pas en projet, ça se passe en 1997. Voilà. On est en 2004-2005. Voilà. 1997, c'est le moment où le baron Ernest-Antoine Seyer de Laborde, un noble d'une famille liée à la sidérurgie, la famille Wendel, qui devient président donc du CNPF, et ça s'appelait, alors c'était Centre national du patronat français, et qu'il débaptise en mouvement des entreprises MEDEF, un mouvement des entrepreneurs, voilà. Et là, il a opéré une refondation sociale, c'est-à-dire que il a transformé les capitalistes, les détenteurs des titres de propriété, en créateurs d'emplois, en créateurs de richesses, en entrepreneurs. Il a renversé la lutte de classe, et en même temps, les ouvriers sont devenus des variables d'ajustement, sont devenus des coûts, sont devenus des charges, y compris dans les normes comptables des entreprises. Ils ne sont plus comptés dans les ressources humaines, mais dans les coûts et les charges. Donc, si vous voulez, ça a été idéologiquement quelque chose d'extrêmement puissant. Parce que, si vous voulez, plus le capitalisme se radicalise, depuis... Enfin, si vous voulez, moi je suis née en 1946, donc j'ai grandi dans l'État-providence suite à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et à la puissance notamment des communistes, des gens de gauche dans le combat contre le nazisme, disons.
après la Seconde Guerre mondiale, donc il y a eu le Conseil national de la résistance qui a créé la sécurité sociale, qui a créé qui a amélioré le statut de fonctionnaire, enfin beaucoup de choses très positives, les nationalisations, enfin franchement c'était que du bonheur. Et puis nous, on était sûrs d'avoir un avenir qui ne soit pas amputé par le dérèglement climatique. Enfin vraiment, la vie était belle, la vie était solidaire. La vie à l'Assemblée nationale, il y avait par exemple, je me souviens, 45% de députés communistes, ouvriers. Aujourd'hui, il y a 4,7% d'ouvriers et d'employés, alors qu'ils continuent à représenter pratiquement la moitié de la population active de France. Donc vous voyez, et puis tout est financiarisé aujourd'hui, que ce soit la santé, l'enseignement, la politique est totalement financiarisée. Et donc, ils sont obligés d'être très très mobilisés au niveau idéologique pour nous faire croire qu'ils sont les meilleurs et que c'est eux qui méritent d'être reconnus comme les meilleurs, et eux-mêmes doivent le croire eux aussi, en étant toujours entre eux, en se renvoyant tout le temps des images très flatteuses qu'ils sont les meilleurs, qu'ils sont les plus beaux, les plus riches, et puis qu'ils nous donnent du travail. Ils nous donnent du travail et on n'a qu'à leur dire merci. C'est parce qu'ils font partie ils ont les mêmes intérêts. C'est-à-dire qu'il y a la classe, ceux qui possèdent les titres de propriété, mais après, eux, ils ne veulent pas s'exposer. Donc ils créent des couches de sous-traitance oligarchique. Alors c'est les hommes politiques, c'est les journalistes, c'est tous les chiens de garde possibles et imaginables, c'est les grandes écoles, c'est par exemple si je ne dis pas de bêtises, le président ou le directeur de Sciences Po, en tout cas Paris, est nommé par décret présidentiel. Hein. Donc ça montre, tout ça montre des liens de solidarité, des liens qui sont inscrits dans les institutions, au cœur de l'État. L'héritage, c'est la perpétuation à la fois d'une dynastie familiale et du système capitaliste, d'une classe prédatrice, comme je l'ai déjà dit. C'est-à-dire que vous vous réjouissez pas, vous n'êtes pas fabriqué pour vous réjouir d'être riche, de récupérer de l'argent. Non, vous êtes formé pour être apte à hériter de votre héritage, dans sa multidimensionnalité, comme je l'ai développé tout à l'heure, et ensuite de le transmettre à votre tour avec, si possible, une amélioration dans toutes les 4 formes de richesse que j'ai décortiquées au début de cet entretien. Donc c'est en fait l'héritage, c'est la poursuite d'une classe sociale hautement prédatrice. C'est ça qui est en jeu. Et il faut que tout change pour que rien ne change. Les jeunes de ces milieux doivent croire que, mais en réalité, ils s'inscrivent bien dans une continuité de prédation qui part de l'Ancien Régime jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a fait ce travail avec Michel sur la chasse à courre, parce que là, on avait justement, pendant 6 mois par an, 2 fois par semaine, dans toutes les forêts domaniales de France, les forêts publiques, où là, il y a de grands espaces avec des cerfs qui peuvent être poursuivis, il y avait un rapport de classe d'Ancien Régime qui était là, avec des hommes à cheval, avec les tenues inchangées depuis l'Ancien Régime, les mêmes tenues, les mêmes redingotes, les mêmes fanfares, les mêmes techniques de chasse, les mêmes codes, les mêmes... et voilà, et c'est une façon, comme d'autres, mais c'est une façon comme d'autres, alors je pense à l'escrime, je pense au polo, je pense à des sports qui utilisent beaucoup le cheval ou les épées, continuer à faire perdurer un rapport de classe d'une façon quand même incroyablement efficace. Et donc faut-il que nous,
ça nous renvoie à nous et à nos insuffisances. Ce n'est pas la crise du capitalisme, c'est la crise de la critique du capitalisme. N'oubliez jamais cette phrase, elle est importante. On peut supprimer l'héritage si ça ne s'inscrit pas dans une contestation beaucoup plus globale des rapports, de la violence des rapports de classe. Franchement, ça se reconstituera tout seul. Regardez, plus on travaille sur la fraude fiscale des plus riches, plus la fraude fiscale s'opacifie et plus c'est difficile de s'y retrouver. Donc, si vous voulez, on est toujours là en train de courir. Enfin, je parle de moi, là, en l'occurrence, mais de courir derrière eux, et puis ils ont toujours des longueurs d'avance, parce qu'ils ont les moyens, ils sont mobilisés, ils sont solidaires entre eux. Eh bien, nous devons prendre exemple sur eux, finalement. Parce que si on a rencontré une forme de communisme dans nos vies, Michel et moi, ben c'est tout en haut de la société, un communisme de luxe et de pouvoir. Un communisme réel, c'est-à-dire une vraie solidarité, avec des systèmes sur le plan institutionnel assez intéressants à décortiquer. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, justement, mon dernier livre, c'est Entre soi, le séparatisme des riches, un livre que j'ai fait aux éditions Pyramide avec un photographe. Et là, on a entièrement centré ce travail sur le séparatisme des riches à partir du discours d'Emmanuel Macron en août 2020 ou 2021, si je ne dis pas de bêtises, au Murau, contre le séparatisme musulman. Mais là, il suffisait à la place de musulmans de mettre des riches, et c'était parfait. Et du coup, après avoir popularisé le président des riches, le président des ultra-riches, les ghettos du Gotha et tout ce qu'on a popularisé, Michel et moi, là, c'est le séparatisme des riches pour que ça finisse par faire image dans les cerveaux des étudiants de Sciences Po et plus largement. Alors là, c'est vrai que c'est un vrai débat et un vrai combat. Et ce combat-là, nous l'avons mené avec Michel depuis bien longtemps. C'est-à-dire que nous avons toujours refusé ce qu'on appelle la neutralité axiologique, c'est-à-dire où quand on a le statut de chercheur, et effectivement, on n'a pas le droit d'avoir un avis parce qu'il suffit de faire des entretiens pour que l'objectivité tombe du ciel et fasse que vous allez être objectif et donc scientifique. Donc nous, non, on a toujours dit on a toujours adopté le système théorique de Bourdieu, puisque c'est ça qui nous a constitués, l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'on est des êtres qui sont construits, fabriqués, avec un habitus de classe, avec des histoires très différentes entre Michel, fils d'ouvrier très pauvre des Ardennes, et Monique, fille de la bonne petite bourgeoisie de province, deux habitus totalement contrastés et différents. Et nous, on s'est toujours mis en scène, on a toujours dit qui on était, comment on travaillait, à partir de quelles méthodes, de quelles hypothèses de travail, les résultats, et ensuite la façon dont on a transmis les résultats, en allant travailler, en faisant des rencontres, comme je fais aujourd'hui à Sciences Po Rennes, mais d'une façon beaucoup plus générale, en allant dans des quartiers défavorisés, en allant faire des jeux apéritifs dans un camping populaire l'été. On a varié, on a fait des promenades sociologiques qu'on a organisées pour les élèves de SES de lycée. On a fait des films, des expositions, des bandes dessinées. Alors, et là, la photo, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de sociologues qui aient à ce point diversifié leur support à propos d'une même classe sociale, pour précisément que tout un chacun puisse comprendre comment on a travaillé, comment on en est arrivé aux résultats auxquels on a abouti, et voilà pourquoi ce travail-là n'a pas fait école, parce que académiquement, ça n'est pas recevable. Ça n'est pas recevable parce que ça balaye
complètement la pensée segmentée, corsetée, où vous avez, comme au CNRS, la sociologie, l'ethnologie, l'anthropologie, la science politique, la géographie, la philosophie, l'histoire. Voilà, et on est évalué par discipline par discipline. Du coup, ça freine, si ce n'est, ça interdit l'approche avec le mauvais mot de classe sociale, qui est par définition transversale, qui est par définition intersectionnelle, qui est par définition relationnelle. Non, pas, en tout cas, c'est sûr, pas assez. Pas assez. En tout cas, je dirais surtout la sociologie sport de combat, comme on disait à propos de la sociologie de Bourdieu, est bien sûr recevable par une partie du champ politique, ceux qui contestent l'ordre des classes, disons la gauche, mais il faudrait être même plus précis que ça parce que c'est pas aussi partagé. Mais bien entendu que la sociologie devrait être au cœur même du politique. Je veux dire, le découpage, rien que le champ politique et le champ scientifique, c'est hautement contestable. Hein, ça devrait s'enchevêtrer d'une façon beaucoup plus très puissante avec je sais pas, des accords entre ceux qui ont des responsabilités politiques et les chercheurs, et que le travail de la recherche se nourrisse du combat politique, et que le combat politique se nourrisse du combat des résultats de la sociologie. Dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, et qui est la société capitaliste qui s'est aujourd'hui généralisée à l'échelle de la planète, les découpages institutionnels sont véritablement des freins incroyables à l'émancipation collectivement partagée, qui est notre objectif évidemment de sociologue. C'est le propre de la sociologie, hein, que de dévoiler ce qui est caché, mais et j'ai bien dit dévoiler, ce qui n'est pas dénoncer, dévoiler, pour que tout un chacun puisse s'emparer de ces résultats et ensuite contribuer à faire en sorte qu'il n'y ait plus les inégalités incroyables que nous connaissons dans le monde d'aujourd'hui, et avec le dérèglement climatique comme bouquet final. Très bien. Ça va ? Merci beaucoup. Bon. Merci beaucoup.